Hey, c'est Sinanomi, ça va? Dites-moi les gars, j'ai cette tour depuis un petit moment, mais elle fait du boucan, elle chauffe, elle est pleine de poussière. Je crois que je devrais la démonter et voir si le processeur il a pas un problème. Et d'ailleurs, peut-être en changer et en mettre un plus puissant. Mais comment on démonte un processeur? Et ça marche comment un processeur? Le processeur, communément appelé le CPU, pour Central Processing Unit, a été créé par Gordon Moore et Robert Noyce, les cofondateurs du géant de l'informatique Intel. Ils l'ont créé en 1971 suite à une commande spéciale de l'entreprise japonaise Busicon. Nommée Intel 4004, la puce était composée de 4 bits et était cadencée à 108 kHz. Les puces qu'on retrouve dans nos processeurs modernes sont découpées à partir de grands disques de silicium qui sont gravés en nanomètres, ce qui correspond à 0,000001 mm, donc vraiment gravé très petit. Ces puces en silicium sont composées en définitive de transistors, ce sont des petits interrupteurs, c'est grâce à eux qu'on va avoir le code binaire, parce que ces petits interrupteurs, comme les interrupteurs que vous avez chez vous pour allumer ou éteindre votre lumière, grosso modo ont deux états. Soit ils sont ouverts et du coup l'électricité ne peut plus passer, le circuit électrique étant ouvert, là à ce moment-là votre lumière sera éteinte et ça donnera le chiffre 0 dans le code binaire. Donc un transistor ouvert donnera l'information 0. Par contre, un transistor qui lui serait fermé, la boucle électrique étant fermée, le circuit étant fermé, le courant peut passer et du coup là on aura l'information 1. Et c'est pour ça que les ordinateurs fonctionnent en code binaire, en 0 et en 1. Donc nos processeurs sont composés de transistors qui vont être organisés de manière plus ou moins différente selon les marques et le fabricant. C'est ce qui va donner, on va dire, un circuit logique. Donc le circuit logique, ça va être l'organisation des transistors. Ensuite, une fois qu'on aura rajouté tous les autres petits composants dont a besoin le processeur pour fonctionner, on va avoir ce que l'on appelle l'architecture. L'architecture, c'est l'organisation interne, comme l'architecture d'un bâtiment ou d'une maison. Ça va être l'architecture interne de tous les circuits logiques que compose le processeur. Le processeur va fonctionner par cycle. C'est un peu comme un pédalier sur un vélo. À chaque coup de pédale, à chaque fois que la pédale aura fait un tour complet, le vélo aura avancé d'une certaine distance. C'est ce qu'on va appeler la cadence du processeur. Ça va être le nombre d'instructions ou de tâches qu'on aura demandé au processeur, à l'ordinateur, il aura pu réaliser en un seul cycle. Et on va appeler chacun de ces cycles des tops d'horloge ou des cycles d'horloge. Donc la fréquence, en résumé, c'est le nombre d'instructions qu'aura pu réaliser le processeur en un nombre donné de cycles. Et à l'intérieur du processeur, ce qui va calculer ces cycles et ce qui va faire que ces cycles soient toujours très réguliers et très précis, ça va être un cristal de quartz, un peu comme dans les montres en définitive. Et cette fréquence, c'est le chiffre qui revient le plus quand on regarde en définitive les étiquettes dans les boutiques ou les descriptifs dans les sites internet quand on parle de processeurs. On va souvent vous parler de processeurs cadencé à 2 ou 3 GHz pour les moins rapides et à 4,5, 4,9, 5 GHz pour les plus rapides. C'est ce chiffre qui revient le plus souvent. Mais attention, qui dit processeur plus rapide ne veut pas forcément dire processeur le plus puissant. Et ça, c'est une chose très importante à prendre en compte. En définitive, ce processeur, il va avoir une cadence. Donc à chaque cycle d'horloge, il va pouvoir faire un certain nombre d'instructions. Ce nombre d'instructions est plus ou moins grand selon pas mal de paramètres. Donc une instruction, c'est par exemple quand vous lancez un logiciel. Ce logiciel, pour pouvoir fonctionner, par exemple Paint, quand vous double-cliquez sur Paint ou sur votre page internet, par exemple Google Chrome, pour que l'ordinateur l'affiche à l'écran, le processeur va devoir faire un certain nombre de calculs. Ces calculs seront justement ces instructions. Pendant un cycle d'horloge, il va pouvoir résoudre un certain nombre de calculs. Il va pouvoir faire un certain nombre d'instructions. Ça, c'est ce qui va nous donner une idée de la vitesse du processeur et de sa puissance. Mais ce n'est qu'un des composants. Entre autres, son cadencement, sa cadence, on va avoir aussi le nombre d'instructions par cycle,
parce que les processeurs ne sont pas du tout égaux là-dessus. L'architecture va aussi beaucoup jouer. Donc toutes ces choses-là, ce sont des composants de la puissance d'un processeur. Pour pouvoir traiter chacune des commandes que l'on envoie au processeur, il a besoin de mémoire. Par exemple, quand vous faites un clic droit sur votre écran, le processeur reçoit l'instruction clic droit. Afin de pouvoir vous afficher la réponse à ce clic droit et donc les conséquences et faire son travail d'ordinateur, il a besoin de mettre en mémoire un certain nombre d'informations. Par exemple, quand vous faites un clic droit sur l'écran en haut à droite, il va mettre en mémoire l'endroit d'où vous avez fait le clic droit afin d'ensuite continuer son travail pour vous faire l'affichage de la petite fenêtre avec toutes les options que l'on peut avoir dans un clic droit. Et cette mémoire, en fait, il y en a plusieurs types qui se trouvent à l'intérieur même du processeur, dans la puce. On va appeler ça la mémoire cache. Cette mémoire cache, elle va de L1 à L3 en général, et plus son chiffre sera petit, par exemple L1, ce sera celle qui sera le plus proche du centre logique, et celle du coup qui sera la plus accessible et la plus rapide. Par contre, forcément, c'est celle aussi qui est la plus chère à fabriquer, parce qu'il faut la graver vraiment au centre du processeur. Au-delà de ça, il y a différents types de processeurs. Par exemple, dans nos processeurs que l'on retrouve dans nos PC de maison, par exemple, dans votre PC de bureau, dans votre PC portable, on va dire que c'est un processeur de type x86. Vous avez aussi des processeurs de type ARM. C'est ce qu'on va retrouver par exemple dans les tout nouveaux MacBook de la marque Apple. Et vous avez aussi les processeurs de type MIPS. La liste est encore longue, mais je vous donne 3 exemples pour que vous puissiez savoir quand même, que vous gardiez dans votre culture générale, qu'il y a différents types de processeurs. Ils ne sont pas fabriqués de la même façon, leur circuit logique ne fonctionne pas du tout de la même manière, et leur architecture est vraiment différente. Donc Gordon Moore, dont je vous parlais au début de la vidéo, l'un des cofondateurs d'Intel et l'un des co-créateurs du processeur moderne, c'est celui qui a énoncé la loi de Moore, qui porte son nom, qui dit que les performances des processeurs vont doubler tous les 12 mois, tous les 1 an. Pour lui, il a anticipé, c'est une loi physique qui joue surtout sur la taille en fait, de la gravure des microprocesseurs, qui dit que tous les 12 mois, les performances vont doubler. Elle a été révisée ensuite pour dire que la performance des processeurs doublerait tous les 18 mois. En tout cas, si vous vous intéressez vous aussi à l'informatique et au PC, vous avez sûrement déjà entendu parler de la loi de Moore. Et ben, c'était pour vous faire le lien. L'autre information qu'on trouve aussi souvent sur les descriptifs des processeurs, c'est le nombre de cœurs que compose le processeur et le nombre de threads qu'il peut avoir. Donc un processeur multicœur, multicore en anglais, grosso modo c'est un processeur qui contient plusieurs unités de calcul. C'est en fait, assez simplement, on a réussi tellement à miniaturiser la gravure des processeurs et leur taille, en fin de compte des processeurs, qu'on arrive dans la puce d'une même taille à fourrer plusieurs unités de calcul, plusieurs processeurs. C'est comme s'il y en avait plusieurs ensemble. Donc dans la même taille, dans la même puce que voici. Donc dans cette petite puce là, c'est comme si on avait réussi à mettre plusieurs. On a réussi à mettre plusieurs processeurs à l'intérieur d'une seule puce. L'avantage du coup, c'est plus il y a d'unités de calcul, plus le processeur peut faire de travail en même temps. Il peut faire un maximum de choses en même temps. Et le multithreading, lui, ou le hyperthreading, lui, grosso modo, c'est le fait d'avoir pu incorporer plusieurs unités logiques dans chaque unité de calcul. Je vous explique. C'est comme pour chaque cœur de ce processeur, on les avait fait en plusieurs couches d'unités logiques, ce qui permet que chacun de ces cœurs puisse à la fois gérer plusieurs commandes à la fois. Je me répète beaucoup. Donc chaque cœur, étant donné qu'il est fait en plusieurs couches, ça lui permet de faire un maximum d'instructions par cycle en même temps, en simultané. Donc grosso modo, plus votre processeur a de cœurs et de threads, en général c'est le double, en grande majorité du temps on a des cœurs, les cœurs qui sont en multithreading, grosso modo auront 2 threads. Et plus vous en avez, plus le processeur peut faire de calculs, d'instructions, de commandes en même temps, en simultané. Donc forcément, plus il sera puissant. Et voilà les amis, on a pu démonter ce processeur. Donc comme je vous le disais en introduction, il y a plusieurs raisons de vouloir démonter son processeur. Soit pour en changer, en mettre un nouveau, soit parce que vous montez votre PC pour la première fois et du coup là, c'est un montage. Vous êtes en train de mettre le processeur pour la première fois. C'est important de savoir le faire. Entre autres,
Le processeur, c'est une des pièces c'est la pièce qui génère en définitive le plus de chaleur dans l'ordinateur, puisque c'est la pièce qui fait tous les calculs et qui fait quasiment tout le travail. Donc cette pièce, il est absolument primordial qu'elle soit vraiment bien refroidie, de ne pas la laisser surchauffer, parce qu'une fois que ça surchauffe, c'est direct écran bleu, ordinateur qui s'éteint. Parce que vous avez des systèmes de protection sur votre processeur. Il a une température maximum et un thermomètre interne. Dès qu'il aura atteint cette température maximum, il va tout arrêter, tout éteindre, le temps de refroidir pour éviter de cramer, tout simplement. Donc c'est super important de bien savoir écouter le ventilateur de votre processeur, votre ventirad. Si votre ventirad commence à tout le temps tourner à fond, s'il y a de la poussière à l'intérieur, si votre pâte thermique a séché ou a craquelé, est devenue dure, là, votre processeur va monter en température. Donc c'est important de savoir le démonter, de le remonter. Même si vous avez acheté votre PC tout fait en magasin, vous êtes parti à Darty, la Fnac, Boulanger, Carrefour, vous avez acheté une tour, vous l'avez ramené à la maison. Au bout de 2 ans ou 3 ans, à laisser le PC allumé toute la nuit, à l'utiliser, ou ne serait-ce que l'utiliser une fois par semaine de temps en temps, au bout d'un moment, il risque d'y avoir de la poussière à l'intérieur, de la pâte thermique qui sèche, le PC va commencer à chauffer. Et la chose à faire à ce moment-là, ça va être de le démonter complètement, de le nettoyer, la pâte thermique. Attention, n'oubliez pas l'astuce du filtre à café, c'est super important. C'est l'un des seuls papiers en fait qui ne laissera pas de fibre derrière lui. Si vous utilisez de l'essuie-tout ou des mouchoirs, ça va forcément laisser une tonne de fibres, ce qui va gêner en fin de compte la conduction de chaleur. Parce que rappelez-vous que le dessus du processeur, il est couvert par une plaque en métal. Le dessous de votre ventirad, c'est souvent une plaque en métal aussi. Ces deux surfaces en métal, même si elles ont l'air très lisses, au niveau microscopique, il y a plein de trous, plein d'irrégularités. Et plus il y a d'irrégularités, moins la chaleur est transférée. Le but du ventirad, c'est de l'extirper cette chaleur, de la sortir du processeur. Donc il faut absolument avoir une bonne pâte thermique entre les deux. C'est ce qui va faire la jonction entre tous ces points, justement, entre toutes ces irrégularités, entre le haut du processeur, la surface protectrice du processeur et le dessous de votre ventirad. Bon, en résumé, un processeur, c'est une petite puce qu'on a découpée dans un grand disque de silicium. C'est composé de transistors qui donnent des 0 et des 1. C'est organisé dans des circuits logiques et des architectures. Ils sont cadencés à une certaine vitesse, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire un certain nombre d'instructions par cycle. Et plus ils sont cadencés haut en gigahertz, plus ils sont rapides. Plus ils ont de cœurs et de threads, plus ils peuvent faire d'instructions en simultané, les traiter et vous donner une réponse. Et plus ils pourront gérer des instructions compliquées, des calculs compliqués. Donc plus il est cadencé haut, plus il a de cœurs, plus il a de threads, plus il est puissant. C'est, on va dire, un résumé très basique du fonctionnement d'un processeur. J'essaie là vraiment de vous simplifier la vie. Voilà à quoi vous pouvez savoir est-ce que votre processeur est plus ou moins puissant qu'un autre. C'est ce qui va vous permettre de comparer au moment de savoir si vous voulez changer de processeur ou au moment d'acheter un nouveau PC. Grosso modo, voilà comment ça fonctionne. Pour vous donner un petit exemple, j'ai pris ici la fiche d'un processeur qu'on trouve dans le commerce pour essayer de décrypter cette fiche. Alors, on va prendre l'exemple du processeur Intel i5 10500. Donc le i5, c'est son nom. 10500, c'est la référence du modèle, exactement. Parce que pour le même processeur, il y a plusieurs modèles, plusieurs générations. Donc dans le modèle de processeur i5, on a pris le 10500. C'est la génération numéro 10, modèle 500, grosso modo. C'est un processeur qui est composé de 6 cœurs et de 12 threads. Comme je vous disais, c'est en général le double. Il a une fréquence de base, une cadence de base de 3,1 GHz, c'est sa vitesse de base. Mais si vous lui demandez une tâche très compliquée, il a aussi une vitesse de boost. Vous verrez souvent ça affiché. Le boost, c'est quelque chose c'est une vitesse que le processeur peut atteindre pendant une période donnée. Il ne pourra pas tourner en boost tout le temps. C'est pas prévu pour. Donc sa vitesse de boost est de 4,5 GHz. Donc sa vitesse de base, fréquence de base de 3,1, mais en boost il peut monter à 4,5, ce qui est quand même une grosse différence. Et du coup, il est gravé sur l'architecture Comet Lake.
Voilà pour vous donner, pour retrouver toutes les infos que je vous disais. C'est ce que vous allez avoir en fait dans votre fiche technique en fait du processeur sur lequel vous vous renseignez. Donc le nom du modèle, sa référence, son cadencement, son architecture. C'est des informations importantes à connaître. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un processeur qui coûte 250 € dans le commerce à l'heure où je fais cette vidéo. Et grosso modo, on va dire que c'est du milieu de gamme. C'est le haut du panier du milieu de gamme. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait un PC pour aller sur Internet, taper du Word, de l'Excel, faire un peu de jeux vidéo, jouer à Fortnite, jouer à Among Us, jouer à Apex, ce processeur, il est parfait. Il pourra faire tout ça sans problème. Mais derrière, si vous voulez faire par exemple du montage photo ou vidéo rapide, parce que le i5 pourra très bien faire du montage photo et vidéo, mais ce sera lent. Mais si vous voulez le faire de manière professionnelle, si vous voulez faire des tableaux Excel de très haut niveau avec des calculs très importants, vous voulez faire de la musique à un assez bon niveau et très rapide, c'est autant d'exemples d'applications où il faudrait peut-être chercher un processeur un peu plus puissant pour avoir de la vitesse en fait en plus. Bon, on avance dans cette série de vidéos. Voilà, c'est fait pour le processeur. Restez connectés pour toutes les autres pièces d'un ordinateur. Rappelez-vous que dans cette série de vidéos, on va rentrer en détail et vous expliquer comment elle fonctionne, mais de manière simple et logique. On continue donc cette série. Vous pouvez me retrouver sur mon live Twitch tous les lundis soirs. N'hésitez pas à passer, si vous avez des questions, vous voulez discuter, je serai là disponible pour vous. Donc n'hésitez pas à passer me voir sur mon live sur la chaîne Twitch qui s'affiche juste en dessous. Donc tous les lundis soirs sur Twitch. Les prochaines vidéos, on parlera des autres pièces de l'ordinateur. Et après cette série de vidéos, on va sûrement se lancer sur une petite série de vidéos sur un petit guide d'achat en fait. Comment choisir ces pièces selon ce qu'on fait, selon son utilité. Ça, c'est quelque chose de très compliqué à faire. Je vous avoue que je me lance dedans un peu à reculons, mais je sais que vous êtes très nombreux à vous poser plein de questions. Voilà, je fais ça, qu'est-ce qu'il me faut comme PC? Il y a tellement de choix, de références, ça fait mal à la tête. Donc voilà, je vais me lancer dans un petit guide d'achat. Attention, ce ne sera que mon avis personnel et il sera absolument imparfait. Mais je pense que ça peut vous donner des pistes et des idées à tous pour savoir comment choisir selon vos besoins à vous personnels directement. C'est le but. Le but, c'est juste de vous donner des pistes, tout simplement. Et puis voilà, que la paix soit avec vous, les amis.